Alors, espèce de casseuse, toujours pas d'amis? Toujours tout seul? En même temps, t'as vu ta gueule? Tu comptes crever quand, Jean-Paul? C'est ça, en fait, ce qu'ils lui disent. Alors, Jean-Paul a 12 ans lorsqu'il arrive dans mon cabinet. Il est en 5e et nous sommes au mois de mars. Et Jean-Paul me dit, en fait, voilà, c'est hyper compliqué pour moi au collège depuis le mois de septembre. Bon, déjà, je m'appelle Jean-Paul. Je lui dis, c'est vrai que c'est pas facile, évidemment. C'est un prénom un petit peu suranné, on va dire, même s'il est très joli, évidemment. Et donc, il me dit, donc, ils en profitent pour m'appeler Popol, ce qui est extrêmement pénible parce que vraiment, je trouve pas ça drôle. Et puis alors, il se trouve que par ailleurs, ma deuxième caractéristique, me dit-il, c'est que j'ai 18 de moyenne générale. Donc je lui dis en effet, c'est vrai que ça ne nous aide pas non plus, Jean-Paul, si tu ne fais aucun effort, on ne va pas s'en sortir. Non, c'est pas vrai, évidemment, je ne dis pas ça car je ne demande pas aux enfants d'avoir de moins bonnes notes pour ne pas se faire harceler. Néanmoins, c'est vrai qu'il en a bien conscience, ça rajoute au fait de harcèlement. Et il me dit notamment que très souvent, lorsque je réponds aux questions ou lorsque j'ai une bonne note, il y a comme ils font des espèces de bruits de succion autour de moi et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je lui dis moi non plus, mais en tout cas, ça n'est pas positif. Donc il me dit ça et il me dit, ça se passe assez peu au fond pendant les cours parce que le harceleur en chef, qui s'appelle Lucas, est un enfant qui est finalement assez bien vu par les enseignants et évidemment par ses pairs PAIRS et qui n'a pas envie que ça change. Donc la plupart du temps, il ne fait pas grand-chose pendant les cours. En revanche, ça se passe beaucoup pendant les interclasses. Jean-Paul me dit en fait, moi, pendant les interclasses, je suis souvent assis tout seul sur un banc parce que, me dit-il, je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce collège. Alors quand les enfants me disent ça, en fait, quand ils me disent ça en consultation, je sais que ça veut dire que j'ai pas du tout d'amis dans ce collège. Et je lui dis comment ça se passe. Alors il me dit, en fait, quand il s'approche de moi, et ça c'est important aussi pour les parents de bien l'entendre, je trouve, il s'approche de moi de façon très pacifique. C'est-à-dire qu'en fait, un adulte qui passe par là, que ce soit un CPE, un assistant d'éducation, il va voir juste 3, 4 gamins qui s'approchent d'un autre de façon relativement amicale, voire pacifique. On a l'impression que, en fait, tout le monde rigole. Sauf que Jean-Paul, lui, ne rigole pas du tout. Puisque, comme il me l'explique, lorsque Lucas et sa bande s'assoient autour de lui, il commence à lui dire alors, espèce de casseuse, toujours pas d'amis? Toujours pas de vie sociale? Toujours tout seul? En même temps, t'as vu ta gueule? Tu comptes crever quand, Jean-Paul? Popol. C'est ça, en fait, ce qu'ils lui disent. Et je lui dis, mais pardon, je ne comprends pas, ils font ça combien de fois dans la semaine? Et Jean-Paul me répond à chaque récré que Dieu fait. Et il me dit, et il y en a beaucoup, je ne suis pas sûre que je vais tenir le choc. Parce que je sais qu'au fond, le week-end, qui est le paradis pour moi, va s'arrêter et que je vais retourner en enfer d'une certaine façon. Et en fait, peut-être, j'aimerais bien que tu dises à mes parents de me changer d'établissement. Les chiffres sont assez éloquents et malheureusement sans appel. Dans 60% des cas, lorsqu'on change un enfant d'établissement pour des faits de harcèlement, il se refait harceler. La plupart du temps, d'ailleurs, selon les mêmes modalités, ce qui est assez étonnant. Et c'est ce que j'explique à Jean-Paul. Je lui dis, moi, je comprends très bien que tu as envie de changer d'établissement, mais imagine que dans l'autre établissement, il y a un autre Lucas. Si jamais tu te retrouves dans cette situation et que j'ai pas fait mon job, et ben du coup, tu n'auras rien appris et tu sauras toujours pas te défendre. Donc, moi, j'aimerais bien qu'avant qu'on change d'établissement ou qu'on y pense, en tout cas, tu t'entraînes sur Lucas, là, celui qu'on a là. Ce qui est quand même un peu sur le podium de la cruauté, je trouve qu'il est quand même bien violent. Je lui demande ce qu'il a déjà essayé de faire pour que Lucas et sa bande s'arrêtent. Jean-Paul me dit, la première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé à maman. C'est logique. La maman de Jean-Paul lui a répondu quelque chose que répondent souvent les mamans, tu n'as qu'à faire comme si tu n'entendais pas. L'intention, c'est qu'il se lasse, en fait, devant ton indifférence. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, quand on a 12 ans et qu'on se fait insulter multi-quotidiennement, on ne peut pas faire comme si ça nous faisait rien, en fait, et ça se voit, au contraire, que ça nous fait beaucoup. Donc, Jean-Paul me dit que ça n'a pas fonctionné. Certains parents vont un peu plus loin que la maman de Jean-Paul. Certains parents un peu latins vont, par exemple, dans la cour de maternelle, s'approchent de la personne, de l'enfant de 3 ans et demi qui a donc attaqué leur progéniture, et donc disent « Regarde-moi bien dans les yeux. Si jamais tu t'approches de mon fils à plus de 10 mètres, désormais, regarde ce qui se passe. » Alors, donc c'est une tentative assez forte, chez pas mal de mamans et de papas d'ailleurs. Alors, je la comprends, je la respecte infiniment, mais alors ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'en fait, c'est comme si au fond on mettait un post-it sur le front de son enfant où il est écrit « Vas-y, fais-toi plaisir, sans maman, je ne suis pas grand-chose ». Ce qui est vraiment extrêmement dangereux pour eux. La première chose, en fait, quand on est parent d'enfants harcelés, c'est de les écouter fondamentalement. Si on a le sentiment, la sensation qu'ils sont harcelés mais qu'ils ne nous en parlent pas parce que je redis que c'est quand même une majorité d'enfants, alors on peut dire à son enfant « J'ai l'impression que peut-être c'est difficile pour toi avec les autres en ce moment. Je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler parce que nous les adultes parfois on fait des choses un peu contre-productives. Si tu m'en parles, sache que je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord.
Ça déjà, c'est un point hyper important. Là, du coup, la plupart du temps, il raconte. Et là, il faut tenir sa parole, évidemment. Et puis, ensuite, alors, on peut se mettre, comme je le disais, à côté de lui. Et à côté d'eux, réfléchir à des choses à faire par l'enfant lui-même pour qu'en effet, il puisse contribuer à mettre fin à ce fléau. Et donc, Jean-Paul, je lui dis, donc ça n'a pas fonctionné, en fait, ce qu'a fait maman. Donc, j'imagine que toi, tu as peut-être essayé d'autres choses. Et Jean-Paul me dit, oui, comme ça n'a pas fonctionné, j'en ai parlé à la CPE. Logique. Elle a convoqué Lucas, ses acolytes, et Jean-Paul, et elle a fait ce qu'on appelle une séance de médiation. C'est souvent à ce moment-là des entretiens que les enfants pleurent dans mon cabinet, et donc ça ne loupe pas, Jean-Paul pleure à ce moment-là, parce qu'il me dit, une fois qu'elle leur a dit qu'elle trouvait ça inadmissible, que c'était répréhensible pénalement et qu'il fallait vraiment qu'ils arrêtent, Lucas s'est tourné vers moi, il m'a regardé, il m'a dit « Gros, je savais pas que ça te faisait de la peine, il fallait juste me le dire ». Et pourquoi Jean-Paul pleure? Parce que Jean-Paul l'a cru. À l'instar de la CPE d'ailleurs, qui l'a cru aussi, en fait, et qui a félicité Lucas pour cette émouvante prise de conscience. Et Jean-Paul me dit, je l'ai d'autant plus cru que ça a duré 3 jours, parce que pendant 3 jours, ça a été l'accalmie totale. J'ai vécu les plus beaux jours de ma vie dans cet établissement. Et puis au bout de 3 jours, ils m'ont chopé en fait au col, dans ce qu'on appelle nous les zones grises des établissements, c'est-à-dire les zones où le regard de l'adulte va très peu souvent. Ils m'ont collé contre le mur et ils m'ont dit, si jamais on se refait convoquer par toi, espèce de poucave, on te tue. Jean-Paul me dit, je pense que c'est pas vrai, je pense qu'ils vont pas me tuer, mais ça me fait quand même super peur. Je lui dis, mais ça fait hyper peur, c'est un cauchemar. Donc je comprends que ça soit vraiment hyper douloureux pour toi. Il me dit, et donc depuis, en fait, ce que je fais, c'est que je les évite le plus possible. Ce que me dit Jean-Paul qui est très intéressant, c'est qu'il me dit, quand je croise la CPE dans les couloirs et qu'elle me dit, ça va Jean-Paul, je lui dis, ça va super. Parce qu'en fait, Jean-Paul n'a plus confiance dans les adultes. C'est-à-dire qu'il se dit, il ne faut plus qu'ils sachent, parce que s'ils savent, ils vont faire des choses qui vont aggraver mon problème, en fait, d'une certaine manière. Je lui ai dit, j'ai l'impression que le message que tu envoies tout le temps, c'est le même, c'est arrêtez. Arrêtez ça, parce que c'est pas bien, arrêtez ça, parce que ça me fait du mal. Mais, au fond, ce que tu envoies également comme message implicite, c'est, si vous n'arrêtez pas, je ne ferai rien. Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait, par rapport à ça. Je suis impuissant. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, Jean-Paul, d'assez horrible, c'est que ce qui fait que le harcèlement perdure, en fait, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. Donc, nous, il faudrait qu'on fasse vraiment très différemment. Et au fond, si on faisait vraiment l'opposé de ce que tu as fait jusqu'à présent, et ça peut paraître super bizarre, on pourrait dire, au fond, continuez. Continuez à faire ça. Mais contemplez désormais les conséquences de ma part, parce qu'il va y en avoir. Imagine que cet après-midi, tu retournes sur ton banc, que tu as lâché pour l'instant, parce que tu as trop peur. Que se passerait-il? Il me dit, comme une nuée de guêpes attirée par un pot de miel, il viendrait immédiatement, je pense. Et là, imagine donc qu'il s'assoit à côté de toi et qu'il te redise alors, espèce de cassos, toujours tout seul, toujours pas de vie sociale. Et que là, tu répondes, en regardant Lucas dans les yeux, c'est vraiment hyper important, Jean-Paul, que tu répondes, c'est vrai que j'ai pas de vie sociale, mais j'ai l'impression que toi, t'en as pas trop non plus sans moi, en fait. Et là, Jean-Paul me dit, il va pas aimer ça. Je lui dis, bah non, il va pas aimer. En fait, c'est vraiment ce que je cherche, Jean-Paul, c'est que je cherche à ce que ça devienne inconfortable, cette situation, à Lucas, et non plus à toi. Il me dit, ah, mais il va vraiment pas être content. Il serait tellement pas content que peut-être il me jetterait en bas du banc, et là, ils commenceraient tous à me donner des coups de pied, et ce serait horrible dans des lieux vraiment douloureux, comme par exemple les tibias. Et je lui dis, donc tu te retrouves face à une alternative qui est hyper complexe. C'est que soit d'un côté, tu continues à faire ce que tu fais, c'est-à-dire à les éviter, à te recroqueviller, à faire en sorte qu'ils ne te remarquent pas, à essayer de te confondre dans les murs, d'une certaine manière. Et là, moi, j'ai l'impression que ça les excite, j'ai l'impression qu'ils vont continuer, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus dur pour toi, parce que déjà, ça devient extrêmement compliqué. Soit, en effet, tu décides de résister, donc, et là, on sait que les risques sont énormes d'un point de vue violence physique, en fait, d'une certaine manière. Et il n'y a que toi qui peux décider ce qui est le moins douloureux. Moi, je ne sais pas, en fait, décider à ta place. Et donc, ce que je te propose, c'est que tu y réfléchisses pour la prochaine fois, et puis ensuite, on en rediscute. Et là, Jean-Paul me dit, en fait, si jamais je me fais taper, parce que j'aurais résisté, c'est beaucoup moins humiliant que de se faire taper en subissant, en fait. Et donc, je trouve que c'est moins douloureux sur un plan psychologique. Je lui dis, je suis d'accord avec toi. Mais sur un plan physique, en revanche, ça peut être beaucoup plus douloureux. Et donc, réfléchis-y. Il me dit, non, mais c'est tout réfléchi, en fait. Je vais y aller cet après-midi. 15 jours plus tard, j'ouvre la porte de ma salle d'attente, et là, Jean-Paul est dans son siège. Et là, il saute, un peu comme s'il était ému par un ressort. Il me dit, je l'ai fait! Je lui dis, c'est trop bien, Jean-Paul, je suis très contente. Pendant qu'on marche dans le couloir, il m'explique, il me dit, et donc j'ai fait exactement comme on a dit. Et là, je me suis dit, je vais rajouter une petite chose personnelle. J'ai tapoté sur le banc à côté de moi, et j'ai dit, est-ce que tu veux en parler à tonton Popol? Ce qui s'est passé, c'est très bizarre, c'est qu'il y a un de ses adjoints qui a eu un rire un peu nerveux, en fait. Il a fait comme ça. Lucas lui a dit, pourquoi tu rigoles, toi? Et il me dit, ils sont partis. Et ils sont restés
Même pas 30 secondes à mon banc, jamais ils étaient restés aussi peu. À partir de là, pendant toute la semaine, chaque fois qu'ils se sont approchés de moi d'un air belliqueux, de loin ou de près, j'ai fait comme ça. Je lui dis d'accord, et donc il partait. Je lui dis mais c'est tout à fait remarquable, je suis très très fière de toi, et vraiment il me dit, et donc est-ce que tu pourrais du coup raconter mon histoire dans ton prochain livre? J'ai dit bon d'accord Jean-Paul.